Artoscopie. Yann Ritter. One more time. Daft Punk. Il est 19h passé de 3 minutes, c'est l'heure d'Artoscopie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro. Ce mois-ci, émission musicale. On s'intéresse au monument de la French Touch que fut Daft Punk. On vous raconte dans notre nouveau récit documentaire l'histoire d'un duo mondialement connu, mais que personne ne connaissait vraiment. Un duo qui faisait parler, mais qui parlait peu. En tout cas, pas avec des mots. Une histoire qui part de Paris et qui fait le tour de l'univers. Voici l'histoire de Daft Punk. Artoscopie est une émission de Radio Duo animée par Yann Ritter, voix off Tom Pigeon. Narration et écriture Hans Wittwer. Moyen technique Forever Young Productions et Radio Duo. Réalisation Gabriel Sion. Les récits d'Artoscopie. 22 février 2021. L'un des duos les plus célèbres de l'électro, symbole de la French Touch, Daft Punk, annonce sobrement, de façon presque impersonnelle, la fin. À travers une vidéo titrée Épilogue sur leur chaîne YouTube, montrant un extrait de leur film Electroma sorti en 2006, l'on voit l'un des membres du groupe activer l'autodestruction de son comparse et partir seul dans le désert, laissant derrière lui le corps de son ami explosé. Puis, sobrement ce texte. Daft Punk. 1993-2021. Sans commentaire supplémentaire. On est loin de l'annonce choc, de l'interview confession, de la tournée mondiale d'adieu ou de l'annonce du best-of ultime de fin. Simple, efficace, à l'image du duo. Mais, sur Terre et dans les étoiles, l'annonce fait le tour de l'univers, de l'industrie musicale et des fans, évidemment. Une page se referme, et en quelques heures déferlent les témoignages, les hommages, les analyses, les théories, le chagrin même. Mais aussi des playlists en boucle infinie, de Discovery, Homework, ou encore Random Access Memories. Des voix, des notes, des samples, et des souvenirs, qui ne partiront jamais seuls dans le désert. Et si on rembobinait maintenant? Avant les adieux, avant le succès, avant l'image même. Chapitre 1. Plan de vol. 1986, Paris. Lycée Carnot, 17e. Deux gamins se rencontrent. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. La rencontre de deux passionnés qui vont finir par parler la même langue. Celle du son. On saute en 1992. Les deux amis montent le groupe Darling, clin d'œil aux Beach Boys, avec Laurent Brankovich, futur guitariste de Phoenix. Leur premier single ne retourne pas la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça se vend peu, et la postérité oubliera vite ce premier essai. Mais c'est là que le destin s'en mêle pour la première fois. En mai 1993, un critique britannique de l'hebdomadaire Melody Maker leur colle une étiquette moqueuse. Daft, punky, trash. Traduction, du punk idiot. Paye ton soutien. Mais Bangalter et Christo ne vont pas en rester là. Ils récupèrent l'insulte, la retournent, et vous connaissez la suite. Le duo est lancé. Il lâche le rock et commence à s'intéresser à un genre naissant à l'époque, qu'on appelait encore la techno. Machines, échantillonneurs, boucles deviennent leur quotidien. C'est le début des rave parties. Et durant l'une d'entre elles, sur le toit du centre Pompidou, excusez du peu, ils croisent les gens du label écossais Soma. Et en 94, ils sortent un premier son, The New Wave. Pas encore un raz-de-marée, mais l'Angleterre commence à tendre l'oreille. Et puis en 95, un maxi circule de club en club discrètement en Europe. Et va devenir très vite une signature. Inspiré du gangsta rap et mis en avant par un clip vidéo devenu mythique signé Spike Jones, ce son, c'est Daft Punk.
Chapitre 2. Décollage. Le 1er janvier 1997, juste après Daft Punk sort son premier album Homework. Un disque house techno qui explose partout. 2 millions d'exemplaires vendus dans 35 pays et propulse immanquablement le duo à l'international. Notamment grâce au titre Around the World et son clip signé Michel Gondry. Une première tournée mondiale quelque peu chaotique d'environ 40 dates s'enchaîne dans la foulée et Homework démocratise la house filtrée en installant une marque de fabrique. Ce que beaucoup appellent déjà le son Daft Punk. Guy Manuel lance en parallèle son propre label Cri d'amour, bien aidé par son père, fameux producteur des années 70. En 2001, Daft Punk sort Alive 97, un premier album live enregistré à Birmingham. Une piste unique d'environ 45 minutes où s'enchaînent Daft Punk, Daft Punk Direct, Rollin' and Scratching et Alive. La même année, ils reviennent avec leur deuxième album studio, Discovery. Plus pop disco, bourré de samples et de références 80s, avec la Talkbox et leur voix sur des titres comme Digital Love ou Harder, Better, Faster, Stronger, le succès est massif. 2 nominations aux Grammy Awards. Et l'album finit d'être sanctifié avec Interstellar 5555. Un film d'animation japonais créé en collaboration avec Leiji Matsumoto, le père du Capitaine Harlock et de Galaxy Express 999. Un film qui raconte le kidnapping d'un groupe d'extraterrestres pour faire du son sur Terre. Daft Punk a définitivement décollé et ce n'est pas le Daft Club en 2003 avec sa carte de membre, ses goodies et son album de remix qui dira le contraire. Tu peux retrouver Artoscopie sur Radio Dio un dimanche par mois de 19h à 20h et en podcast sur toutes les plateformes. Chapitre 3. Mise en orbite. 15 mars 2005. Troisième album. Human After All. Un disque plus brut, plus sec, plus répétitif. Presque comme une provocation. Et un album qui va largement diviser. Le titre parle d'humanité, mais dans le fond, le propos est plutôt celui d'une société qui se robotise. Technologique. Television rules the nation. The prime time of your life. Et eux, fidèles à leur logique, ne s'expliquent pas. Notre album parle de lui-même. Point. Pour le public, c'est le split. D'un côté, on regrette Homework, et on crie à la redite pure et simple. Robot Rock serait une simple reprise de release de Beast de Breakwater. Et de l'autre, ceux qui crient au génie et encensent le concept, voient dans le minimalisme une nouvelle marque de fabrique envoûtante. En 2006, il y a même un Human After All Remixes au Japon, pensé comme une extension. L'album sera un semi-échec, toute proportion gardée, mais rien ne va se passer comme prévu. C'est sur scène que les Daft Punk vont prouver qu'ils ont raison, et prouver qu'ils sont toujours bien là, en vie, et humains après tout. Et cette preuve, ce sera justement pendant les concerts Alive de 2006-2007. Sur scène, le groupe ne joue pas leurs morceaux. Il les remonte, les remixe, les recadre, les contextualise. La pyramide, les robots, les lights. Et d'un coup, Human After All prend un autre rôle, un autre sens. Le live le transforme en bombe à retardement. Leur manager, Pedro Winter, résume les faits. Après les critiques. Ils reviennent avec le show, et tout le monde ferme sa gueule. Et en 2007, l'album live, enregistré notamment à Paris-Bercy, devient une référence, au point de rafler des Grammy en 2009. Dans la foulée, ils élargissent encore le mythe. Electroma en 2006, projet expérimental diffusé comme un Midnight Movie, puis évidemment Tron Legacy, dont le duo compose la bande-son avant d'apparaître au Comic-Con. Et enfin, 2013, Random Access Memories. Virage humain, totalement assumé. Get Lucky avec Pharrell Williams et Neil Rogers, raz-de-marée au Grammy, puis plus rien, ou presque. Jusqu'au 22 février 2021. Épilogue, extrait d'Electroma, un désert, une explosion, et ces mots. Daft Punk, 1993-2021. Comme la légende du phénix,
Les Daft Punk sont allés trop loin pour abandonner qui ils étaient. Alors, levons nos verres jusqu'aux étoiles et laissons-les élever le niveau, encore une fois. Tu préfères la vidéo? Artoscopie est en direct sur Twitch une fois par mois et sur YouTube. Abonne-toi. Tu préfères la vidéo? Artoscopie est en direct sur Twitch une fois par mois et sur YouTube. Abonne-toi. De retour dans le studio d'Artoscopie, vous écoutiez évidemment Get Lucky tiré de l'album Random Access Memories. Et avec moi, pour cette seconde partie, je vous propose un petit débat autour de Daft Punk avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Jonas. Bonjour. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes là comme fan. Vous n'êtes pas là pour parler de Daft Punk, de la sommité. Je ne vais pas vous poser de questions pièges, tout va bien. Pour vous présenter, vous êtes vidéaste, technicien et chargé de production. Absolument, c'est un beau résumé. On peut résumer ça comme ça, ouais. Et vous aimez bien les Daft Punk. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est vous qui m'avez donné le sujet. Question déjà, pourquoi? Pourquoi c'est si important de parler des Daft Punk encore aujourd'hui alors qu'ils sont disparus? Ils ont disparu. 2021. Ils ont disparu en effet. Et nous, c'est un sujet. En fait, on a voulu trouver un sujet qui nous rassemblait tous les deux. Voilà, on aime tous les deux beaucoup les Daft Punk. Moi, en particulier, j'aime beaucoup parce que personnellement, depuis que je suis tout petit, ça a un écho personnel avec ma famille qui m'a fait découvrir ça. Donc, c'est vraiment très très chouette de pouvoir en parler. Lucas, je sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça. Moi, je connais moins les Daft Punk. Moi, j'ai aussi des souvenirs liés à ce groupe, avec des morceaux comme Get Lucky, voilà, qui étaient notamment dans beaucoup de mariages. Et à une période où justement mes cousins se mariaient, à chaque fois, il y avait cette musique. Donc, ça a imprégné mes souvenirs d'enfance. Et c'était surtout pour trouver un sujet, comme tu as dit, Jonas, qui nous rassemblait tous les deux. Je savais que tu adorais ça. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je m'y connais moins que toi, je pense. Mais c'est quand même un sujet assez intéressant. Disons que j'ai pas un tatouage sur le bras avec une de leurs chansons pour rien, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que pour vous, les Daft Punk, c'est mythique? C'est mythique, c'est évidemment mythique. Depuis leur création jusqu'à la fin, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est un groupe qui a gardé le contrôle de leur image de bout en bout et qui ont réussi justement par l'anonymat, avec du coup, la présence des casques, etc. Ça a rendu le truc intemporel, en fait, ça, tout simplement. C'est ça, c'est unique. C'était les seuls à avoir fait quelque chose comme ça, où ils avaient le visage caché, et où justement, on avait l'impression qu'ils faisaient pas ça pour être connus. Et du coup, leur musique, c'était l'essentiel pour eux. C'était de pouvoir créer, et pas forcément de devenir des célébrités. L'intérêt, voilà, c'était d'être des créateurs, des artistes. Et c'est ça qui est beau dans leurs œuvres. On retient que leur musique, il n'y a pas les stars à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous retenez de cette musique, justement? Laquelle? Toutes, je veux dire. Pourquoi est-ce que vous retenez Daft Punk? Qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est les intentions? Qu'est-ce que c'est qui fait que Daft Punk, pour vous, en tout cas, c'est si mythique? C'est assez cyclique finalement. en fonction de leur histoire, en fait, parce que au début, ce qu'on retient vachement, c'est leur amour du sample, c'est la découverte des petits sons inconnus que personne ne connaît des années 60, 70, qui viennent remixer pour repasser dans des sons, des nouveaux sons. Il y a un truc C'est leur amour de la technique, quoi, qui est flagrant dès le début, dès les premiers albums. Complètement. C'est des techniciens avant d'être des musiciens, et ça se ressent encore après, mais dès les débuts, ça se ressentait. On a ça, et puis après, plus on avance dans leur carrière, plus ils s'affranchissent un petit peu de ces samples. Il y en a toujours un petit peu, mais en tout cas, notamment avec leur dernier album, on a un truc qui est complètement différent. Comme tu le disais dans le récit aussi, un virage total qui est plus basé sur l'humain, avec la venue de ces artistes-là, de l'ancien temps, j'allais dire, des années 60, 70, Neil Rogers. C'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant ce que je viens de dire. Et surtout, je le dis pas dans le récit ça, mais c'est aussi une révolution pour la musique, ne serait-ce que pour les droits musicaux. La façon dont un artiste va discuter avec la SACEM, Daft Punk, ils ont révolutionné le truc. Parce que déjà, ils utilisent des samples dans tous les sens. Donc en termes de droits, c'est déjà plutôt compliqué. Et en plus, ça fait partie des premiers artistes à avoir dire, c'est nous qui gérons. Ouais, mais le sampling, ça a été quelque chose d'assez révolutionnaire à ce moment-là. Il y a beaucoup d'artistes, je pense notamment à DJ Mehdi, qui a fait énormément de sampling, et c'était un travail qui n'était pas apprécié. En fait, ça passait énormément pour du plagiat. Ce que ça n'était pas, en réalité, il y avait un travail artistique derrière qui faisait que c'était leur propre création. Le son à la base ne leur appartenait pas, mais ce qu'ils en faisaient, ça c'était bien eux, c'était bien un travail d'artiste. Et je sais pas ce que t'en penses, Jonas, mais... Ils ont complètement transformé certains samples et ils ont fait revivre certains sons qu'on a découverts maintenant. Aujourd'hui, on va passer plein d'extraits sur les réseaux où ils viennent réisoler à nouveau ces vieux samples à partir des musiques originales. Donc, on vient réécouter après ces musiques-là.
Ouais, Et ça, voilà. ça fait une seconde vie, hein, c'est sûr. On revoit ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des TikTok qui remettent au goût du jour des musiques qui sont trop vieilles pour être connues par des nouvelles générations. Et justement, une trend commence et la musique, elle va buzzer. Et en plus de ça, ils appellent les arrangeurs de cette époque. Giorgio Moroder est un des arrangeurs de Random Access Memories et c'était un grand nom de la musique des années 70-80. Par exemple, il est derrière la BO du film Top Gun et ce son-là, il est caractéristique. Et les Daft Punk ont réussi à le reprendre, on est bien d'accord. Je dis pas n'importe quoi. Ah, complètement, complètement. Et le son est super, l'entretien est super, toute l'anecdote autour de l'enregistrement de cet entretien est vraiment géniale. Ouais. Sur, Mais non, ils ont que ça, des anecdotes d'enregistrement qui ont duré des jours et des jours. Pour le film Tron, ils ont passé 2 semaines. Disney leur avait donné des locaux spécifiquement pour eux, où ils avaient le droit d'aller quand ils voulaient. Ils ont passé 2 semaines enfermés là-bas et ils ont sorti les musiques qu'on connaît. C'était un travail de dingue. Et c'est ça qui a marqué, c'est que pour ce film, ils ont voulu faire beaucoup de sons électroniques. Tout le monde les attendait dans des sons très électro. Et au final, ils se sont rapprochés d'un truc très humain, où ils ont quand même souhaité faire en sorte que ça soit un enregistrement de vrais violonistes. Il y a eu tout un mouvement pour faire en sorte que ce soit des vrais instruments et pas que de l'électronique. Ils ont voulu remettre de l'humain là-dedans et ça a surpris tout le monde à l'époque. Human After All. Voilà, c'est ça, exactement. Justement, on parle Tron, mais est-ce que c'est vraiment un groupe? Est-ce que c'est vraiment une musique qui est très présente dans la pop culture? Ou alors, est-ce qu'on va la chercher, par exemple? Est-ce qu'on retrouve les Daft Punk dans des BO de films, dans des trucs un peu de jukebox? Ou alors on va les chercher eux pour faire cette musique-là, précisément, et c'est toujours de l'inédit quand on l'utilise dans la culture pop? Bah, il me semble qu'ils sont quand même assez fâchés avec le fait qu'on utilise leur musique dans des projets. Donc, Ouais. c'est assez rare en fait qu'on entende une musique, à part certains petits films. Je pense notamment à L'Auberge espagnole, si je dis pas de bêtises, Ouais. où il y a Aérodynamique. Et donc ça reste assez rare, mais c'est sur des petits projets. Ils ont retravaillé ensemble, je crois, Thomas Bangalter et Cédric Lapiche. Mais bon, je m'égare. Mais en tout cas, voilà, franchement, quand ils font des projets inédits, c'est souvent eux qui viennent composer quelque chose de totalement nouveau pour le projet, Ouais, c'est notamment plus sur du film. inédit. On revient sur ce côté humain et ce côté créateur où ils veulent garder la main dessus. Ils Alors, veulent pouvoir proposer eux-mêmes de l'art. qu'est-ce qu'on retiendra d'eux si ils ne sont pas partout? Parce que justement, la plupart des artistes, si je prends Michael Jackson par exemple, dont on parle beaucoup parce que justement il y a un biopic, Michael Jackson, dans la pop culture, il a été cité tout le temps. Il y a plein d'artistes qui reprennent ces vibes. Ensuite, ces chansons sont reprises déjà par tous pratiquement. Et en plus, elles sont dans des films, dans des séries, alors que les Daft Punk, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on va retenir justement des Daft Punk pour la suite? Bah, pas leur visage, justement. Déjà, Michael non. Jackson, c'était Et un encore, visage. parce que maintenant on les voit, On un voit un visage peu mieux. découvert. Est-ce que ça gâche les choses de maintenant voir Thomas Bangalter avec son vrai visage aujourd'hui? Je pense que c'est divisé. Ça divise parce qu'effectivement, voir le visage, beaucoup présent maintenant d'ailleurs sur les réseaux. Dernièrement, il a fait pas mal d'apparitions où il a visage découvert. Que ce Il soit a à la bossé radio sur un opéra, donc ou sur les il est réseaux. un peu obligé de se montrer un peu. Voilà. Et je sais pas, pour beaucoup, ça gâche. Pour d'autres, c'est cool de revoir vraiment jusqu'au bout un côté humain. Mais est-ce que ça va pas à l'encontre de tout ce qu'il avait pu faire jusque-là? Il y a un débat là-dessus. Mais justement, la question est là. Est-ce que c'est un projet fini ou est-ce que Daft Punk c'est tellement révolutionnaire que ça ne s'arrêtera jamais finalement, même si les artistes disent oh allez. Maintenant, Ça s'arrêtera jamais dans le cœur des gens. Après, eux, enfin en tout cas Thomas, lui, a communiqué dessus, il a dit que c'est une histoire qui a eu un début, un milieu, une fin. Donc pour lui, c'est terminé. Et pour moi, justement, le fait qu'il apparaisse un peu plus maintenant sur les réseaux, il a envie de sortir de ça. Et du coup, le fait qu'il apparaisse, du coup, ça fait que on l'humanise un peu plus, on humanise un peu plus son travail aussi. Et aussi peut-être parce qu'il fait des choses un peu plus confidentielles, même si c'est énormément communiqué, mais ça n'a pas l'aura de Daft Punk, en tout cas. Ça a moins d'aura de montrer son visage. Quand tu l'as caché pendant aussi longtemps, ça a moins d'aura que maintenant on puisse le voir. Et vous pensez que ça marcherait encore aujourd'hui? Qu'un artiste arrive comme ça, caché, pendant toute sa carrière? Est-ce que vous pensez que ça marchera encore aujourd'hui? Ou est-ce Ça que a déjà été refait. justement, ça a été refait que, on va dire, oui, mais c'est Daft Punk, ils ont fait ça aussi. Ça a été refait, certes, mais du coup, comme je dis, est-ce que ça aura à nouveau une ampleur telle? Pas le même succès. Parce que c'était un peu nouveau ce qu'ils ont proposé. C'était en plus une direction artistique complètement assumée de bout en bout. Donc il y a des artistes qui se cachent et qui laissent parler leur musique plutôt que le personnage et la star derrière ça. Mais Et puis, peut-être que ça marcherait pas avec tous les styles musicaux d'ailleurs. Le fait d'avoir son visage caché pour un DJ, c'est plus connu, c'est plus classique. On peut penser
à Vladimir Cauchemar, qui lui a toujours un masque, alors que des artistes plus musicaux, des groupes classiques, on peut citer du Dua Lipa actuellement, elle est à visage découvert. Je pense pas que ça aurait le même effet si l'artiste devait danser avec son masque, devait faire des shows aussi gigantesques en étant masqué. Je pense que le public n'apprécierait pas. Daft Punk, c'est un groupe ou c'est du son? Hey, hey. C'est un duo. Ouais, C'est un duo, justement. ouais. Je le vois pas forcément comme un groupe. C'est vrai que. Est-ce mais, que Human After All vraiment, ou est-ce que c'est le son qui prime avec Daft Punk, vu qu'ils cachent leur visage, que ce sont des robots finalement? Mais Donc- justement, je pense qu'ils cachent leur visage pour que l'humain d'abord, ce soit dans la musique, dans la création, et pas justement dans l'image, le visage à découvert. Et puis voilà, c'est humain, mais dans le son, dans la création. C'est ce que le ça se public ressent. voit finalement. Parce qu'ils ont même dû le marteler finalement. Ils ont dû faire un album, Human After All, qui a mal été compris d'ailleurs. Oui, tout à Parce que Ouais. c'est un album un petit peu particulier. Et c'est en live, justement, déguisé en robot, que l'album a pris tout son sens. Mm. C'est quand même un peu paradoxal finalement. C'est clair, non, franchement, c'est vrai qu'à sa sortie, les critiques ont été affreuses. Moi, je l'aime beaucoup personnellement cet album pour son côté justement brut, un peu crado, qui a été fait en 2 semaines, un peu presque à la va-vite, mais qui a parmi cet album-là, parmi les meilleures chansons de tout Daft Punk. Hein, Ouais, 2 semaines. Mais ils voulaient prouver qu'ils étaient authentiques et je pense qu'ils ont réussi, tu vois. Ils ont Complètement. réussi, mais c'est en live que le public l'a compris. Mm. Un peu tard, mais Et c'est pas la même chose. C'est pas le même album en live. Non. là, c'est clair. On Je- le voit aussi avec le Alive, pareil. Hein, Bah, les albums live, que ce soit celui de 97 ou celui qui est arrivé après Human After All, c'est pas le même son. C'est encore autre chose finalement. Vous êtes d'accord avec ça ou Ah oui, est-ce que complètement, c'est un mais groupe de live finalement? Parce que par exemple, quand on prend un groupe plus classique, par exemple quand on parle de Queen, c'est vraiment un groupe de live. C'est-à-dire quand on écoute les albums de Queen, on a une expérience, mais il fallait aller au concert. Ouais, mais ça Est-ce se que c'est modifie. pareil pour Daft Punk? Bah, dans les concerts, ils modifient beaucoup leur son. Ils les réajustent, ils les remixent parce que c'est justement le propre de ce qu'ils étaient au début. C'était des DJ. Et ils remixent les sons qui sont plutôt les mêmes que les albums. Donc en live, c'est autre chose. Donc je pense que les deux doivent exister. Leurs albums sont mythiques, mais ils font toujours en sorte en live de les changer. C'est étonnant d'ailleurs de changer quelque chose qui marche aussi bien, de prendre le risque de à chaque fois le retransformer. Et vous trouvez pas ça un peu paradoxal que justement, ils aient fait 3 films d'ailleurs, Interstellar, Tron et le troisième mince, Electroma, qui figent finalement leur musique? Oui, ça fiche totalement la musique. Et bah, pour les concerts, le côté ajustement et tout ça, vu qu'ils sont hyper exigeants sur leur image, c'est aussi le fait que les concerts ont été quand même très très rares. Tu disais déjà, les premières tournées, il y a eu 40 dates, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'était un chaos total. C'est ça. Et après, pour notamment à la période de Live 2007, Coachella, ils ont vraiment galéré pour les avoir. Genre, ils leur proposaient des cachets toujours plus hauts, ils surenchérissaient parce qu'eux, ils voulaient pas, parce que voilà, Il y ils a voulaient un proposer quelque contrôle. chose de très précis. Il y a un gros contrôle même dans l'emploi du temps. Ils veulent vraiment pas être là tout le temps. La rareté fait la qualité chez les Daft Punk, quoi. C'est ce qu'ils veulent vraiment depuis le début. Bah, c'est pour les JO que ça a fait galérer le directeur Ouais. musical à l'époque, parce que les Daft Punk venaient de se séparer. Et pour les JO, évidemment, fallait parler des Daft Punk, c'était logique. Évidemment. Et il est quand même allé les voir. Est-ce le qu'on sait directeur qui a musical. remplacé les Daft Punk? C'est-à-dire Remplacé. Bah, s'ils étaient prévus à la Parce base, que au dernier moment, ils n'étaient ils pas ont... prévus à la base. Ok. Ils ont quand même, ils ont annoncé qu'ils se séparaient, mais lui quand même, il dit, bon, j'ai peut-être quand même les appeler puisque ce serait quand même un minimum. Bon, il a pas appelé David Guetta, hein, donc. Et il l'a mal pris. David Guetta, on a beaucoup David parlé. Guetta, il est il a vexé. très mal pris. Par contre, il Beaucoup a quand d'égo. même contacté les Daft Punk et les Daft Punk leur ont dit, bah non, on va pas revenir pour les JO. Je veux dire, on s'est séparés. Par contre, Appelez David, il sera sans doute très content. exactement. Par contre, ils ont quand même accepté qu'il y ait One More Time à la fin pour faire une boucle musicale. Ouais. Parce que c'était quand même, c'est allé au-delà d'eux finalement. Toute cette musique, c'est allé au-delà de Daft Punk, toute cette définition. One More Time, pour moi, ça va au-delà des Daft Punk. Et pareil pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis ça a créé le symbole, ça a porté la France partout dans le monde. On rayonne grâce au Daft Punk. Partout. Et David Guetta. Et David Dans Guetta. le monde entier, on apprécie les Daft Punk. Hein. One More Time, c'est l'un des sons préférés de Vladimir Poutine. Pour son anniversaire, il l'a écouté 15 fois d'affilée. C'est une anecdote qui existe. Eh ben, c'est une information à prendre comme une autre. Mais justement, les Daft Punk, en 2021, cette vidéo, cet épilogue, justement, quel impact ça a déjà sur vous? Sur nous, tu veux commencer De la Lucas tristesse. Comment De tu la l'as vécu tristesse. ce moment? Bah, Qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez appris la séparation des Daft Punk? Déjà, on était jeunes. Oui, Donc, justement. Est-ce que ça avait de l'impact en 2021? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Me faites pas passer pour un trop vieux. Hein. Si, ça avait de l'impact. C'était de la tristesse.
Justement, on était jeunes, on découvrait un peu à peine, moi je trouve. Ça faisait pas longtemps que j'écoutais sincèrement et que j'ai regardé tous leurs albums. Et donc, du coup, ça fait comme si on n'avait pas eu le temps de participer à la fête. Donc, c'est une vraie tristesse. Ah, moi, ça a été très très différent du coup, parce que comme je dis, j'ai écouté ça depuis que je suis tout petit. Donc du coup, quand ça a été l'annonce de la séparation, j'étais chez moi tranquillement, et là je vois la vidéo apparaître et je comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas compris tout de suite. Vous aviez vu Electroma? J'avais pas vu Electroma à ce moment-là. C'était très niche ce film. Oui, complètement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas compris ce qui s'est passé, et du coup, dès qu'il y a eu l'annonce, j'ai été chercher un peu, confirmer les nouvelles et tout machin, je comprenais rien. Et là, et puis du coup, à partir de là, tout l'après-midi, j'ai réécouté tout Daft Punk. Et j'ai notamment beaucoup réécouté Random Access Memories, qui, avant la séparation, justement, j'aimais un peu moins l'album. Parce que c'était justement très éloigné de tout ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Donc, très grand public, entre gros guillemets. Ouais, complètement. Ouais. Et après ça, du coup, j'ai redécouvert des sons comme Giorgio by Moroder, comme Touch qui est un des plus beaux morceaux de toute la carrière de Daft Punk, Within, Give Life Back to Music, etc. Et du coup, tout cet album-là a pris beaucoup plus de sens. Je me suis énormément renseigné après sur le sujet, sur la conception de l'album, etc. C'était un ovni, cet album. Le morceau Contact, c'est un ovni. Il y a un solo de batterie dedans en tant que batteur. C'était magique. Pour moi, je l'ai écouté des centaines de fois, quoi. C'est un ovni dans l'électro et c'est un ovni dans la carrière des Daft Punk aussi. Ça. Complètement. Parce que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins niche, c'est vite dit, mais beaucoup plus grand public que ce que pouvaient produire les Daft Punk, et on leur a voulu. Mais en même temps, après Human After All, qui est ultra niche, c'est ça. C'était plutôt logique, je pense, d'avoir un album aussi ouvert, et qui finalement, ça a été pratiquement leur plus grand succès. Complètement. Et ce côté très orchestral, très humain, le rappel de tous ces artistes, ça m'a vraiment beaucoup touché à ce moment-là. Et des artistes qui sont plus larges que l'électro. Aussi. Appelé Pharrell Williams, totalement. c'est fou finalement. Ça, c'était grand public. Et produire l'album de The Weeknd derrière, parce qu'ils ont fait également ça dans le même laps de temps, c'est vraiment ouvrir le champ. Et c'est ça, je pense que cet album a ramené les gens vers les Daft Punk aussi. Même ceux qui les écoutaient pas, même ceux qui avaient entendu One More Time à la radio comme ça. Ils ont pris une base de fans. Et après, derrière, ils ont dit, bon, on s'en va. C'est ça. C'est la consécration. Voilà, ils ont digéré absolument toutes leurs influences depuis les années 60. Ouais. Ils ont fait quelque chose de nouveau avec ça. Et du coup, ça donne quelque chose qui est intemporel. Ouais, ils ont vécu, en fait. Ils ont évolué dans le temps, en fait. Ils ont appris, ils ont progressé, ils ont voulu, ils ont eu des envies. Et ils ne se sont pas figés dans ce qu'ils savaient faire dès le début. Ils ont évolué, ils ont progressé. Ils ont eu d'autres envies sur tout ça. Ils ne sont pas restés bloqués. En même temps, c'est large la carrière des Daft Punk. Il n'y a pas un truc qui se ressemble. C'est sûr. Ne serait-ce que dans leurs films. Ils ont fait 3 films qui sont tous les 3 très différents. Interstellar 5555, qui est un animé japonais. Electroma, qui est un film de série B. Expérimental. Voilà, digne de Mister Oizo, par exemple, de Quentin Dupieux. Et à côté, vous avez la BO de Tron Legacy. Il n'y a pas plus grand public que de travailler pour Disney. Mais qui est une magnifique BO. Et totalement inattendue, finalement. Parce que, ne serait-ce que Disney, aller vers les Daft Punk, ou quoi même pour un film comme Tron. Sachant qu'ils ont été capables de massacrer la licence Tron avec le 3e film. Ouais, oui. C'était un bon coup de com' quand même. Le fait de faire venir les Daft Punk à la BO. Pour qui ? Pour Disney ou pour les Daft Punk ? Pour Disney. Je pense honnêtement que c'était pour Disney. Je pense que les Daft Punk s'en foutaient un peu en vrai. Mais totalement. Ils voulaient juste faire une très belle musique. Ils ont dit oui parce que c'était un kiff pour eux. Et ils apparaissent dans le film en plus. Et ils apparaissent dans un caméo dans le film. Ouais. Et d'ailleurs, les costumes dans le film des Daft Punk, ça a coûté plus cher que certains effets spéciaux du film. Disney a donné beaucoup pour les Daft Punk. Ça m'étonne pas beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'était un coup de com' plus pour Disney. Des artistes français dans un film de Disney, j'en connais pas beaucoup. Il y en a très peu. C'est pour ça, d'où le rayonnement vraiment international de ce groupe. Depuis Maurice Chevalier, il n'y en a pas eu beaucoup. Bref, je vous propose qu'on écoute un morceau de la BO de Tron Legacy. Avant de parler d'héritage, évidemment, on va s'écouter d'Erased, le plus connu de la BO, tout de suite dans Arthoscopie. De retour dans Arthoscopie. Après Tron Legacy, d'Erased. Quel BO, vraiment. Et en parlant de Legacy, on va finir ce débat en parlant d'héritage finalement. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit au Daft Punk et quel héritage nous laisse-t-il ? Et laisse-t-il à la musique finalement ? Franchement, déjà la French Touch. Enfin, ils ont rendu la French Touch mondiale avec Justice, Cassius, Étienne de Crécy et puis surtout DJ Mehdi. C'est un mouvement qui a pris un impact et pas David Guetta. Non, David Guetta, moins. Bon, il fait des scores incroyables, mais bon. Ça va être une émission sur David Guetta, là. Avec plaisir.
Alors que David Guetta était en même temps, voire même un petit peu avant les Daft Punk. Hein, mais il est trop derrière les platines, il est pas assez artiste. Nous en parlerons le jour où on fera une émission sur David Guetta. Pour Il a des l'instant, implants, c'est moche. c'est un argument très artistique, je te l'accorde. Non, mais je dis ça parce qu'il écoute, donc il va mal le prendre. Non, en termes d'héritage, évidemment, tout ce qu'ils ont laissé à la musique, que ce soit électronique ou même, du coup, la musique orchestrale, du coup, maintenant, avec Thomas Bangalter, ce qu'il fait actuellement. Donc, c'est des gens qui, musicalement, ont apporté énormément de choses. Aussi, du coup, on parlait de quelques artistes émergents qui viennent aujourd'hui à visage couvert ou qui essaient de marcher un peu dans leurs pas. Hein. Ils ont donné le pas, ils ont lancé la démarche de faire de la musique cachée comme ça, de conserver l'anonymat. Et avant eux, ça n'existait pas, ou presque pas. Et depuis maintenant, ça a lancé pas mal de monde quand même. Donc mais évidemment que cet impact est là-dessus aussi pour moi. Ouais. Et puis aussi dans l'esthétique de l'électro. C'est-à-dire qu'avant, on avait des DJ très derrière les platines. Grâce au Daft Punk, je trouve que, surtout dans les shows, ça a fait évoluer le style, où maintenant, c'est des vrais concerts complets avec vraiment une ambiance et puis une idée artistique derrière le concert avec des lasers, des écrans vidéo. Il y a vraiment une espèce de show qui paraît complet. C'est plus juste du DJ en boîte de nuit, quoi. Et un très bon film. Et un très bon film. Le meilleur Tron des trois. C'est clair. En plus, oui. Et justement, cet impact sur la pop culture, est-ce qu'on le sent encore aujourd'hui ou est-ce que c'est, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une époque ? Je sais pas. En tout cas, sur la durée, c'est-à-dire que les artistes, de retour, se mettent à produire très vite, je trouve. Là où Daft Punk avait ce temps de pause entre les albums. Ce luxe, j'ai envie de dire. Luxe, soit parce qu'ils étaient tellement connus ou qu'ils étaient tellement efficaces parce qu'on qu'ils leur géraient donnait eux-mêmes. Mais voilà, je pense que on est peut-être encore trop dans le contrôle aujourd'hui et je trouve ça dommage. Parce que Daft Punk a très très vite voulu le contrôle, puis ils ont créé leur propre label, aidés par le père de Omen Christo qui était producteur dans les années 70. Tout à fait. Donc grâce à ça, il a fait level 10 d'un coup. Au moment où il commence dans la musique, il a déjà le boss final qui lui dit comment faire. Il avait les connaissances techniques, musicales, de production. Thomas, il avait vraiment tout pour lui. Et après, la technique aussi de Guy Manuel, évidemment. Mais en tout cas, Thomas avait un bagage dès le départ à ses 18 ans énorme, quoi. Ouais. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, le Guy Manuel, d'ailleurs ? Parce qu'on parle beaucoup de Thomas Bangalter, mais celui qui était le plus discret des deux, finalement. Il est amoureux. Qui est le fils du producteur, d'ailleurs. Il est toujours aussi discret, ça c'est sûr. Mais il est amoureux, en fait. Il est amoureux, il y avait eu un peu cet élément de réponse au moment de la séparation des Daft Punk, où ils avaient dit que Thomas avait laissé sous-entendre sur Quotidien que, justement, il avait trouvé l'amour, et du coup, la vie professionnelle passait un petit peu après. Là, il revient un petit peu sur le devant de la scène. Récemment, il a fait une collaboration avec Rosalia, si je ne dis pas de bêtises. Incroyable. Oui, c'était vachement bien. Incroyable. Et il prépare un album solo, surtout. Quel genre ? Toujours de l'électro, du rap A priori, on est toujours sur de l'électro. On n'en sait pas trop. C'est vraiment, je crois que c'est le producteur du label justement qui a donné une petite info comme ça, mais très très rapidement. Ouais. Après, ça reste un Daft Punk. Il va réussir à nous surprendre, c'est sûr. C'est bien possible, c'est sûr. Mais on espère franchement qu'on va y arriver. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement de tout ça, toutes ces années de musique, toutes ces années de son, de samples, de vidéos, de tout ça ? Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme eux qui vont arriver un jour, ou est-ce que finalement leur héritage va être toujours ? Ça commence déjà à arriver. Là, très récemment, on a beaucoup entendu parler de Fred Again, le DJ producteur américain, britannique, je ne sais plus, mais qui du coup a fait un énorme set à Londres, justement aux côtés de Thomas Bangalter. Il est venu. Ils font de plus en plus de collaborations ensemble, et du coup ça fait un petit peu le pont. C'est-à-dire que Thomas Bangalter a arrêté avec les Daft Punk, il reprend sa carrière solo, il reprend aussi avec la tournée des festivals qu'il annonce, etc. Il revient sur le devant de la scène, et il revient justement avec des artistes nouveaux. Il en met en avant, que ce soit Fred Again, que ce soit son propre fils qui s'est lancé dans la musique aussi. Donc c'est vrai que du coup on commence à voir arriver ce genre de nouveaux DJ, de nouveaux producteurs musicaux qui se font accompagner par les anciens, on va dire. Ouais. Et puis c'est logique, il n'y a pas de limite à l'art. Il y aura toujours de nouveaux artistes et il y en a toujours qui vont marquer l'histoire. Mais la mouvance de la French Touch, en tout cas peut-être qu'aujourd'hui, comme tu disais, à l'ère d'aujourd'hui avec la production beaucoup plus rapide, etc., des sonorités comme celle-ci, avec l'amour du sample, etc., de revenir à cet aspect analogique aussi, comme ce qu'ils ont fait avec Random Access Memories. On n'est pas du tout dans le même mode de production. Après, l'influence, elle est là
quand même. C'est-à-dire que voilà, Ça sera forcément différent, bien sûr. L'influence est là, mais ça sera toujours différent. On n'aura pas à chaque fois les mêmes choses et c'est normal, et heureusement. Ce que je citais et ce que j'aimais beaucoup chez les Daft Punk, c'est que c'était ultra clean en termes de production. Vous prenez l'album des Daft Punk, n'importe lequel, vous voyez la liste des samples et des droits associés à tout. Alors que vous prenez des artistes comme David Guetta qui se prennent des procès pour... Non mais ne revenons pas sur lui, vraiment. Rien ne va dans sa carrière. Non. Oh, tu vas te faire taper sur les doigts, toi. Je sais pas par qui, mais un peu. Et heureusement, nous ne sommes pas énergie, donc nous ne capitalisons pas sur les artistes. Non mais David Guetta. Non, mais c'est ça. Daft Punk, ils ont l'amour du sample, ils ont le respect du sample aussi, comme tu dis, voilà, avec le crédit de tout ça. Parce Mais que c'est normal, ils ont dû se faire taper sur les doigts eux aussi. Possible à leur début, mais en tout cas, voilà, ils ont toujours voulu mettre en avant ça parce que justement, c'est la musique qui les fait vibrer. Donc, à un moment donné, voilà, c'est normal aussi de redonner la gloire à ces anciens artistes. Est-ce que c'est grand public, tout ça? Est-ce que l'électro, c'est grand public? Est-ce que Daft Punk est grand public? Est-ce que Daft Punk a ouvert cette musique au grand public ou alors c'est toujours une niche? Parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, le grand public ne peut même pas citer la plupart des titres des Daft Punk qui sont musicalement intéressants. Ça dépend quel électro. Certains morceaux de Daft Punk, il y en a encore beaucoup qui les connaissent toujours pas. Mais évidemment que les morceaux de Access Memories, là, il y a plus de grand public et les gens les connaissent. Get Lucky, tout le monde connaît. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui encore dans l'électro, c'est toujours pas grand public ou c'est pas mainstream. Certains oui, certains non. Il y a des choses qui sont toujours trop hardcore pour les gens. L'électro, ça peut être hardcore et ça ne plaît pas à tout le monde toujours. Est-ce que Daft Punk a rendu, en tout cas en partie, l'électro au grand public? Ou est-ce qu'elle l'était déjà avant ou... Je pense pas qu'elle l'était déjà avant parce que il y en avait évidemment déjà la musique électronique à l'époque, mais en tout cas entre l'électronique et la French Touch, ça a été un peu les initiateurs. Donc, mais ça a fait des vagues. C'est-à-dire que dans leur carrière, on parlait de Homework. Il y a des excellents sons dedans, mais ça reste quand même très crunchy, j'ai envie de dire. Enfin, ça reste très. Oui, pardon, ce terme. Non, mais voilà, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus agressif. Là où après Discovery, ça a été un peu leur hit. Ouais, son sur son, c'est des succès Je me planétaires. souviens de la sortie du film. Je suis plus vieux que vous. Je me souviens de la sortie d'Interstellar, du DVD, de la sortie cinéma. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc pour vous dire à quel point, à l'époque, le mot Daft Punk a commencé à sortir au grand public grâce à ça déjà. Ouais, déjà dès là, parce que du coup, on les a vus aussi à la télé. Du coup, vous les avez vus à la télé à votre époque, monsieur. Oui, c'est vrai, nous étions si vieux. Et voilà, après ça a fait des vagues. Human After All qui a été mal compris, et là aussi avec cet aspect beaucoup plus agressif. Mais on les a suivis en concert quand même. Malgré le fait que l'album a été mal compris, les concerts, ils étaient pleins. Complètement, parce que justement, on revient sur le mythe qu'ils ont réussi à créer. Les gens, ça les rend curieux. Les gens, ils viennent quand même voir en concert. Et maintenant, du coup, avec l'héritage qu'ils laissent, du coup, on est toujours curieux et on écoute toujours leur musique. Peut-être que la nouvelle génération écoutera moins les musiques des Daft Punk, puisque maintenant qu'ils sont séparés. Faudra aller chercher, quoi. Faudra aller chercher. Est-ce qu'ils étaient en avance sur leur temps? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait encore les écouter avec maintenant 5 ans de recul? Et même plus tard? Ou est-ce qu'ils étaient marqués dans leur époque? L'électro et la techno aujourd'hui, c'est plus le même style. Moi, je pense qu'ils n'étaient pas en avant, je pense qu'ils étaient juste au bon moment. Ils ont créé ou ils ont suivi? C'est quoi les Daft Punk? Pour moi, ils ont créé. C'est des créateurs. C'est des créateurs, rien que sur les outils de sampler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages de producteurs musicaux de l'époque qui disaient c'était vraiment 2 gars qui faisaient ça dans leur chambre, vraiment en radio pirate, j'ai envie de dire, et c'est des DJ pirates, et qui faisaient ça avec 3 bouts de ficelle, un vieil ordinateur, et ils arrivaient à trouver le moyen de sampler des sons et à faire des sons qui sont cohérents, qui sont chouettes. DJ Mehdi, il crée sa machine de sampling. C'est lui qui l'a créé. Il était jeune, il a créé une machine. Donc déjà, c'est un créateur, quoi. Merci, messieurs. Merci avec à toi. grand plaisir, merci de nous avoir invités. J'ai une dernière question. Il va y avoir un blanc, je vous le dis tout de suite. Super. On va faire réfléchir. C'est quoi votre définition de l'art? Vas-y, Jonas, je prends le temps. Tu me lances sous le bus là. Vas-y, va sous le bus. C'est super. Un gros bus. L'art pour moi, c'est je vais laisser un petit blanc de 2 secondes le temps de réfléchir. Je meuble pendant que je réfléchis aussi. Compte pas sur moi là. C'est ce que les humains font quand ils ont pas envie de travailler. Voilà. Ok, je prends. Pour moi, c'est l'art, c'est de la création, c'est du partage, c'est avant tout des ressentis et des idées qu'on a envie de mettre sur un support. Et voilà, et du coup, ça c'est quelque chose qui reste dans le temps parce qu'on justement, on a gravé ça quelque part dans le temps et dans l'espace. C'est censé être une nécessité. Merci.
Lucas, merci Jonas. Merci beaucoup. Merci encore une fois. C'est la fin de cette émission sur les Daft Punk. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie nos deux invités d'avoir participé à ce débat. On se quitte avec notre bonus track. On quitte les Daft Punk d'ailleurs, et on fait un petit clin d'œil aux fans de la série The Boy avec Thumb Thumping de Chumbawamba. Oui, vous connaissez tous, je vous jure. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Le même jour, à la même heure, le dernier dimanche, à 19h. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et n'oubliez pas, l'art, comme l'électricité, n'a jamais de frontières. Tchuss!